prépa intégrée qui prépare à l'entrée, alors pas que, il doit apprendre ça, mais qui prépare essentiellement à l'entrée à l'école polytechnique féminine, une autre école d'ingénieurs française qui n'a plus rien d'ailleurs de féminine, hein, c'est juste historique, elle accueille garçons et filles de la même manière. Et nous avons enfin, pour vous éclairer, Suntu Bousso, qui lui est déjà diplômé et qui est déjà PDG d'une entreprise, Lagardère Travel Retail Afrique de l'Ouest. Vous êtes titulaire d'un DUT de l'École supérieure polytechnique de Dakar et vous avez poursuivi par un diplôme d'ingénieur à l'ESMISAB en France pour occuper les fonctions que je viens donc de citer. Voilà, on va tâcher de faire un atelier le plus vivant possible. On va essayer de démystifier aussi un certain nombre d'idées peut-être préconçues sur les écoles d'ingénieurs. L'idée, c'est pas de rentrer évidemment dans le détail de toute l'offre des écoles d'ingénieurs du monde, mais on va tâcher de vous donner quelques éclairages. Alors, moi je note très souvent, et je l'ai noté beaucoup dans mes fonctions précédentes, beaucoup d'autocensure de la part des jeunes de lycée. Je ne suis pas le premier de ma classe. Je ne suis pas dans un grand lycée parisien. Je suis dans une petite école. Je suis une fille. Et grosso modo, les écoles d'ingénieurs, c'est pas fait pour moi. Donc j'avais envie de poser la question à Suntu, pour commencer. À qui s'adressent les écoles d'ingénieurs? Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. À qui s'adressent les écoles d'ingénieurs, finalement, est une très belle question, parce que la réponse la plus simple serait de dire qu'elle s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse effectivement à tout le monde, toute personne qui est empreinte de motivation, qui a une envie de travailler, de donner une bonne partie de son temps d'étudiant au travail, mais également qui a cette envie de découverte et d'ouverture, puisque les écoles d'ingénieurs, finalement, au-delà des spécialités, au-delà des notes ou de vos classements, les écoles d'ingénieurs cherchent d'abord des personnes, des jeunes, qui ont envie de se consacrer au travail et de s'ouvrir à de nouvelles choses. Je le dis comme ça, avec, pour exemple, plusieurs personnes qui, à leur âge, à votre âge, ne savaient absolument pas ce qu'ils avaient envie de faire. Absolument pas. Moi, j'en suis un. J'en suis un parce que lorsque j'étais à votre âge, l'envie de travailler, de continuer à travailler. Mais il faut aussi avoir l'envie de s'amuser, tout simplement. Je pense que moi j'ai ce souvenir d'avoir passé dans mes écoles d'ingénieurs les plus belles années et les plus folles années de ma vie. D'obtenir le titre d'ingénieur diplômé. Le titre d'ingénieur diplômé, c'est quelque chose qui est protégé en France. En revanche, la profession, le métier d'ingénieur, lui, n'est pas réglementé. C'est-à-dire que vous pourrez également exercer le métier d'ingénieur ou des métiers qui correspondent à ce que fait un ingénieur sans pour autant avoir le diplôme d'ingénieur. Donc vous pouvez très bien faire un master et exercer dans une entreprise des fonctions d'ingénieur. Évidemment, ce n'est pas pour vous encourager à intégrer une école d'ingénieur, mais c'est tout simplement pour arriver sur le fait qu'il y a de multiples manières d'exercer le métier d'ingénieur qui en lui-même déjà est un vaste débat, parce que qu'est-ce que c'est que le métier d'ingénieur? C'est extrêmement vaste. En revanche, si vous voulez obtenir le diplôme d'ingénieur, et on reviendra à la fin sur c'est quoi l'intérêt de ce diplôme, là, vous êtes obligé effectivement d'intégrer une école d'ingénieur. Alors peut-être aussi pour démystifier quelque chose, comment est-ce qu'on rentre dans une école d'ingénieur? Il y a de multiples manières d'intégrer une école d'ingénieur. Il faut bien savoir qu'en école d'ingénieur, vous n'avez quasiment que 39% d'étudiants, d'élèves ingénieurs, qui sont passés par les classes prépa. Alors je parle, quand je dis classe prépa, c'est ce qu'on appelle les classes prépa aux grandes écoles, les CPGE.
Vous avez à peu près 25% d'étudiants qui sont passés par des prépas intégrés, donc avec un recrutement post-bac. Vous avez 19% des élèves ingénieurs qui ont commencé par un BTS, un DUT. Et puis vous avez après 20% d'élèves ingénieurs qui sont des élèves recrutés à l'international, c'est le travail de Lise et de Clémentine. Vous avez des gens qui sont passés par la fac de médecine, qui ont commencé par des études de médecine. Donc vous voyez qu'il y a une diversité, il y a une multitude de voies d'accès aux écoles d'ingénieurs. Alors, je vais poser la question à Lise, du CESI, une école qui, elle, recrute massivement post-bac, donc on n'est pas sur les CPGE. Quel est le profil des étudiants qui rejoignent justement le CESI, qui préfèrent justement cette voie, cette admission tout de suite après le bac, plutôt que de passer par une classe prépa? Bonjour à tous. Alors, effectivement, nous, les profils... Est-ce que vous entendez bien? Non. Peut-être plus près du micro. Là, est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. Bonjour à tous. Je vais recommencer. Effectivement, nous, au niveau des profils des candidats qu'on va retrouver en majorité sur Parcoursup, ça va être effectivement des étudiants qui, en terminale, ont opté pour des spécialités scientifiques, qui savent effectivement qu'ils veulent s'orienter vers des études scientifiques et on avait des profils vraiment très très divers et puis on voit après effectivement sur l'étude des dossiers qu'on avait affaire à des élèves qui effectivement obtiennent des résultats très bons en maths, en sciences physiques, sciences de l'ingénieur. Mais ça, c'est qu'une première partie effectivement de la candidature. Après, on doit s'assurer derrière, par un entretien, que effectivement l'élève a bien compris ce que c'était que d'être un ingénieur. Parce qu'on va avoir effectivement des élèves qui, sur le papier, ont des très bons résultats dans les matières scientifiques. On va rendre un avis qui est tout à fait favorable par rapport à la moyenne qu'ils ont en maths, en sciences physiques, par rapport aux commentaires des professeurs qui font état d'un travail sérieux, régulier, etc. Et puis quand on va rendre un avis favorable et que quelques semaines après on va faire passer à cet élève un entretien, la première question qu'on va lui poser c'est alors pour vous, qu'est-ce que c'est un ingénieur? Et là on a parfois des blancs qui durent 5 secondes. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des élèves qui postulent en école d'ingénieur mais qui ne savent pas vraiment quelles sont les tâches d'un ingénieur au sein d'une entreprise. Et que certains d'entre eux, en fait, ont postulé dans des écoles d'ingénieurs parce que pour eux, ça correspond plus à un statut social qu'à une fonction. Je connais la mère de un tel ou le père de un tel qui est ingénieur, il gagne bien sa vie, alors du coup, je vais faire ça. Et en fait, on se rend compte à l'entretien qu'ils ne sont pas du tout faits pour des études d'ingénieurs, peut-être d'autres domaines scientifiques, d'autres filières, mais voilà, donc c'est pour ça qu'effectivement, pour nous, c'est important, après étude de dossier, d'avoir les élèves en face à face, parce qu'effectivement, parfois, on a des surprises qui sont des très bonnes surprises, mais d'autres qui sont de moins bonnes surprises, on va dire. Est-ce que les étudiants qui postulent, enfin qui se présentent à l'entrée du CESI, se présentent également en CPGE ou pas? Alors, je vous avoue que moi j'ai un retour d'expérience qui n'est pas peut-être assez long. En fait, moi j'ai intégré l'école l'année précédente, on était en fin de recrutement sur Parcoursup. Donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais j'ai l'impression globalement que non, effectivement, ce sont des élèves qui se sont dirigés directement, qui ont orienté leurs vœux directement sur Parcoursup vers des écoles d'ingénieurs. Donc effectivement, hein, bon, j'imagine que vous vous êtes déjà renseigné, mais pour les écoles post-bac, la procédure, c'est effectivement de formuler des vœux sur Parcoursup, et ensuite, selon l'école visée, vous avez des épreuves écrites, parfois complémentaires, ou simplement des entretiens. C'est variable d'une école à l'autre, là, évidemment. Lors de cette table ronde, on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail de chacune des écoles d'ingénieurs en France, c'est clair. Je m'adresse du coup à Clémentine. Alors, à l'Effray, vous avez peut-être une proportion un peu plus importante d'étudiants qui proviennent de ces PGE par rapport au CESI. Quelle différence, j'ai envie de dire,
lorsque vous vous adressez à ces étudiants, pourquoi est-ce qu'ils sont passés par les CPGE? Votre école, pourquoi est-ce qu'elle a choisi de recruter après CPGE, également post-bac, mais pourquoi est-ce que vous avez maintenu la filière CPGE? Est-ce que vous constatez une différence de profil? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette filière un petit peu voie CPGE? Oui, alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bonjour à tous. Donc, effectivement, EFRE Paris, on recrute post-bac en cycle prépa intégré, mais aussi après les CPGE. L'idée en fait pour les étudiants, c'est ils se sont donné en fait un peu plus de temps pour mûrir leur projet. Voilà, ils se sont donné le choix de faire un choix un peu plus tard, donc pour intégrer l'école d'ingénieur, donc plutôt au niveau cycle ingénieur. Au niveau des étudiants CPGE, on a différents types de profils. On a des étudiants qui ont fait CPGE maths physique, mais aussi physique chimie, physique technologie. Donc on a différents types d'étudiants et différents types de profils. Comme on l'a dit aussi préalablement, donc on a aussi des étudiants qui ont fait une L1 ou une L2 scientifique ou un DUT, et c'est tout à fait possible en fait après 2 ans d'enseignement supérieur d'intégrer aussi l'école d'ingénieurs EFRE Paris après 2 ans. Voilà, donc après au niveau de l'admission, effectivement on ne va pas rentrer dans les détails, il y a soit des concours ou soit une étude de dossier. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'après ces épreuves d'admission, il y a aussi des épreuves où on fait un jeu d'entreprise. Et pourquoi je le mentionne, c'est parce que justement, un peu dans le sens de l'IS, l'idée, c'est de ne pas seulement recruter sur des connaissances scientifiques, mais aussi sur un profil justement avec des soft skills, comme on a dit, pour voir en fait comment les étudiants interagissent entre eux. Donc il y a vraiment une épreuve d'admission avec une simulation où les étudiants sont en groupe, et voilà, l'idée c'est de voir comment les étudiants réagissent pour voir s'ils peuvent s'adapter dans différentes situations, et de voir parce qu'il est important aussi en tant qu'ingénieur d'avoir des solides bases scientifiques, mais aussi de développer d'autres qualités qui sont très, très appréciées par les entreprises. Merci, donc très bonne remarque à la fin, et ça rejoint ce que disait Souto au début. Faire une école d'ingénieur, c'est déjà, je pense, au départ, avoir un goût pour les sciences et pour les technologies. Si vous n'avez pas ce goût-là, je pense que vous allez vous ennuyer, vous faire du mal en école d'ingénieur, mais c'est aussi bien d'autres choses, et vous venez de le dire, et Souto l'a dit aussi, la formation développe bien d'autres qualités que des connaissances scientifiques ou technologiques. Je retiens également de vos 2 témoignages peut-être quelque chose qui va vous aider en tout cas dans votre orientation, c'est que se présenter à une école d'ingénieur post-bac, c'est peut-être plus pour des gens qui ont déjà une bonne idée de ce qu'ils ont envie de faire. Les écoles post-bac sont plutôt, je dis bien plutôt, des écoles spécialisées que des écoles généralistes. Il existe bien entendu des écoles d'ingénieurs post-bac généralistes, mais dans l'ensemble, elles sont plutôt spécialisées. Quand on se dirige vers une école dédiée à l'informatique, dédiée à l'électronique, dédiée à l'aéronautique, c'est qu'on a déjà quand même une idée un petit peu de ce qu'on veut faire. La classe prépa, effectivement, elle est plus pour des étudiants qui ne sont peut-être pas encore complètement mûrs dans leur projet, qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, qui veulent se laisser encore un temps de réflexion, vous l'avez dit, et peut-être aussi s'ouvrir un éventail plus large d'écoles d'ingénieurs, puisque les concours à l'issue des classes prépa ouvrent effectivement sur un éventail plus large, forcément, qu'une prépa intégrée qui est attachée à une école que vous avez évidemment envie d'intégrer. Est-ce que finalement il y a des qualités particulières que l'on attend d'un élève ingénieur? Je ne sais pas qui veut répondre. Parce que je vois, vous avez dit, et c'est le cas dans beaucoup d'écoles, y compris d'ailleurs les écoles qui recrutent après classe prépa, il y a un entretien de motivation. Dans cet entretien de motivation,
qui n'est pas quelque chose de piégeux, hein, absolument pas, mais on teste tout un tas de choses. Qu'est-ce que vous testez dans cet entretien? Alors nous, on est, au-delà des compétences effectivement de l'élève dans les matières scientifiques et technologiques, on l'interroge sur, des fois ça les déconcerte un peu, mais sur ce qu'ils font en dehors de l'école. Parce que des activités extrascolaires, pardon, je suis désolée. Donc je disais effectivement que lorsqu'on passe ces entretiens, on va aussi s'intéresser aux activités extrascolaires de l'élève. On ne va pas seulement s'intéresser à ses résultats dans les matières scientifiques et technologiques, puisqu'en fait certains loisirs, certains hobbies peuvent aussi mettre en lumière les qualités d'un candidat sans qu'il s'en rende forcément compte. Par exemple, s'il fait de la peinture, ça va faire appel à son esprit créatif. La créativité, c'est très important quand on est ingénieur. S'il est capitaine d'une équipe de football, ça veut dire qu'il a un profil un peu de leader, ce qui est une qualité essentielle pour devenir ingénieur, voilà, par exemple. Et puis, on les pousse un peu à leur parler... à nous parler d'eux, puisqu'en fait, pour nous, parfois il y a des indices assez précieux qui se cachent dans ces réponses. Voilà. On cherche en fait des profils, des qualités humaines, des qualités managériales ou des envies. Et on va arriver justement, ça nous amène petit à petit à ce qu'on fait en école d'ingénieur, mais très clairement, l'école d'ingénieur, c'est 5 ans si on y entre juste après le bac, 3 ans si on y entre après classe prépa. Vous l'avez dit, c'est quand même un lieu où on peut développer, et on a tout loisir pour développer ses passions et en développer de nouvelles. Du coup, je vais m'adresser à Abdoulaye, qu'on n'a pas encore attendu. Donc Abdoulaye, vous êtes à la tête là de prépa intégrée ici à Dakar. Qu'est-ce qu'on fait dans cette prépa intégrée? Qu'est-ce que vos élèves font? C'est quoi un petit peu leur activité sur ces 2 années? Alors, merci Michel. Bonjour à tout le monde. Alors, préciser qu'Abdoulaye, c'est le pur produit du système éducatif sénégalais. Parce que souvent, dans les écoles, dans les business schools, les écoles de commerce, souvent, c'est dirigé plus par des peut-être sénégalais. Peut-être un peu plus près du micro, je ne suis pas sûr qu'en haut ils entendent. C'est dirigé plus souvent, je disais, par des Sénégalais peut-être qui ont eu un parcours à l'international, contrairement à moi qui a eu à faire un parcours purement au Sénégal. Alors, par rapport à l'EPF, le campus de Dakar, je suis le directeur exécutif depuis 2 mois et ça fait un peu moins de 12 années de présence dans l'enseignement supérieur sénégalais. Donc 12 années où auparavant j'ai eu à être à la tête de certaines structures au Sénégal, que je ne vais pas nommer, et en ce sens plus orienté vers les écoles de management, les écoles de commerce. Alors avec un parcours hybride, mais circonscrit dans le domaine de l'enseignement supérieur. Hybride parce que souvent dans l'enseignement supérieur, on voit des ingénieurs pédagogiques de côté, des responsables développement, des responsables académiques. Moi, j'ai eu un parcours qui a regroupé quelque part ces rubriques qui tournent autour de la gouvernance académique, autour des accréditations, du développement, de la communication. Donc depuis 12 années, c'est tout ce que je fais dans l'enseignement supérieur. Alors, quelque part aussi profiter d'une partie de la réponse que Lisa a donnée sur les qualités que nous attendons ou que nous pouvons attendre ces jeunes futurs ingénieurs. J'allais ajouter l'engagement, parce qu'un futur ingénieur a besoin de résilience dans sa formation. Les classes prépa, c'est des classes très sélectives, donc ce qui veut dire qu'il faudrait que l'étudiant puisse avoir cette capacité à aller vers l'endurance. Également, plus d'innovation. Parce que c'est des classes aussi où il y a une forte innovation qui est demandée par rapport aux qualités humaines des étudiants. Et au-delà de l'innovation, l'engagement, oser. C'est important et c'est pour ça que je dis toujours les ingénieurs doivent être dans une culture de recherche. C'est important, essayer de faire bouger les choses, changer les paradigmes, les paramètres et ne pas se dire forcément tout ce qu'on nous donne, tout ce qu'on voit, c'est vrai que ça ne peut pas faire l'objet d'évolution. Alors, un peu aussi avant de revenir à votre question, Michel, si vous me le permettez, M. Bousso a dit quelque chose d'important dans sa réponse par rapport à qui, en fait, est offert quelque part l'admission dans les classes prépa. Sa réponse, c'est tout le monde. Heureusement que maintenant, c'est tout le monde parce qu'il faut dire qu'avant, les classes prépa souvent n'étaient pas recommandées, pour ne pas dire, voilà,
il n'y avait pas une possibilité d'admission dans les classes prépa pour les filles, les femmes. Donc c'est ce qui a donné quelque part la naissance de l'EPF. Une dame s'est réveillée en 1925 et a voulu corriger en fait cette discrimination et a eu l'idée d'ouvrir en fait une école polytechnique féminine qui est devenue aujourd'hui depuis 1994 une école mixte comme Michel a eu à le dire. Alors par rapport à notre prépa, il faut déjà préciser que c'est une prépa intégrée. Une prépa intégrée parce que le campus de Dakar n'est pas né en fait d'un partenariat entre deux business schools. C'est carrément une antenne de l'EPF qui est ouverte au Sénégal, j'allais dire même le 5e campus. Nous en avons en Paris-Cachan, 3, Montpellier. En septembre 2021, nous aurons l'ouverture de Saint-Nazaire et nous avons anticipé parce que normalement c'était Saint-Nazaire et Dakar. Mais au mois de novembre, on s'est dit ok, Dakar, l'ouverture de Dakar va précéder celle de Saint-Nazaire. Et depuis décembre, on a ouvert notre première classe prépa qui a accueilli sa première promotion avec une vingtaine d'étudiants. Une classe prépa plus sur les MPC, maths, physique, chimie. Et en ce sens, c'est une prépa intégrée parce que les étudiants vont faire 2 années chez nous, dans le campus de Dakar, et faire le cycle de bachelor généraliste déjà une année en France, dans un de nos campus, et choisir maintenant parmi plusieurs spécialisations dans leur majeur. Donc, ce qui veut dire qu'au bout des 5 ans, l'étudiant aura la possibilité d'avoir 2 diplômes parce que c'est calqué vers le modèle LMD, un bachelor généraliste qui permet à l'étudiant de pouvoir maintenant définir un majeur dans n'importe quel domaine de spécialisation des sciences de l'ingénierie. Donc c'est ça en fait que nous retrouvons dans notre classe prépa. Après souvent, c'est quelque chose qu'on note chez les Sénégalais, c'est que quand il y a une ouverture d'une école ici, on se dit bon forcément ça peut être différent de ce qui se fait en France. En réalité, nous avons les mêmes programmes avec les mêmes offres de formation et quelque part aussi dans le dispositif pédagogique, c'est à peu près la même chose. Je dis à peu près parce que pour certains cours, ça se fera par nos professeurs qui sont en France, mais en mode asynchrone. C'est vrai que là, Michel allait peut-être répondre en ce sens en disant Abdoulaye, oui, c'est pas à peu près, c'est la même chose, parce que la seule différence, c'est que vous ne pourrez pas être en contact direct avec vos professeurs, mais c'est les mêmes types d'enseignement, c'est les mêmes approches pédagogiques, et aujourd'hui, le numérique a fait qu'on peut être là et bénéficier de ces opportunités. Après, l'autre avantage par rapport à notre prépa, c'est que le bachelor est un bachelor généraliste. Donc ça permet aujourd'hui à l'étudiant de différer la réflexion sur son projet d'études. Parce que comme tout le monde a eu à le dire, le gros problème souvent, c'est nos nouveaux bacheliers, c'est de pouvoir définir un projet d'études, de se dire après le bac, voilà ce que je veux faire. Moi, j'ai vu d'expérience des étudiants qui ont fait 2 années, après qui se sont rendus compte, qui se sont trompés sur le choix de la formation. Certains ont eu le courage de faire une réorientation, certains se sont dit bon, on termine notre 3e année de bachelor et après on va choisir un master différent. Tantôt j'ai changé avec M. Bouchot qui m'expliquait son parcours que j'ai beaucoup aimé et que je lui dis finalement c'est pas trop différent de mon parcours parce que moi j'ai eu plus un parcours réactif. Quand je dis réactif, c'est mon environnement professionnel qui a défini mes options de formation. Après Michel peut-être va en lire un peu en disant que c'est le seul diplômé ou l'un des seuls diplômés en management qui dirige une école d'ingénierie. Mais voilà, ce qui a fait qu'aujourd'hui, dans mon expérience professionnelle dans l'environnement de l'enseignement supérieur, à la base, j'étais plus diplômé en commerce international, donc c'était plus un parcours dans le domaine commercial, mais quand j'ai eu à hériter d'une équipe professorale. Alors il y a quand même des constantes. Il y a les écoles d'ingénieurs en France, enfin celles qui donnent le titre, qui diplôment le titre d'ingénieur diplômé, sont accréditées par une commission qui s'appelle la commission des titres d'ingénieurs. Cette commission audite les écoles quasiment tous les 5 ans. Et il y a quand même des exigences, cette commission a des exigences sur les formations d'ingénieurs. Donc si vous intégrez une école d'ingénieurs, par exemple, vous serez forcément amené à faire du stage. Et aujourd'hui, cette fameuse commission, qui s'appelle la CTI, donc, impose un minimum de 28 semaines de stage. Donc vous voyez, vous n'allez pas passer durant 3 ans dans une école, ou 5 pour les post-bac, vous n'allez pas passer beaucoup de temps sur les bancs de votre école, mais vous allez aussi beaucoup travailler en entreprise. Donc 28 semaines, c'est quand même pas mal. Les langues sont extrêmement importantes. On exige d'un ingénieur diplômé qu'il ait un niveau B2, ça ne vous dira pas grand-chose, mais ce niveau B2, c'est en fait un anglais courant, puisque aujourd'hui le métier d'ingénieur est très souvent international. Vous êtes amené à discuter avec des fournisseurs ou des clients étrangers.
Vous avez une exposition à l'international qui est obligatoire. Donc la CTI, pour accréditer des écoles, exige au moins un semestre. Alors, encourage un semestre, mais exige un minimum de 12 semaines d'exposition à l'international, ce qui vous amènera à effectuer des stages, des séjours à l'étranger, soit en stage, soit dans des universités étrangères ou des établissements partenaires de votre école d'ingénieur, pourquoi pas d'ailleurs, préparer un double diplôme, c'est-à-dire votre diplôme d'ingénieur, plus le diplôme ou un diplôme d'une université partenaire de votre école. Donc ça, évidemment, c'est très intéressant. De plus en plus, on demande aux formations d'ingénieurs d'inclure une formation à l'entrepreneuriat. Je pense que quasiment toutes les écoles, et celles qui sont ici présentes, ont cette formation ou cette initiation ou la possibilité d'accompagner de jeunes élèves tout simplement à l'entrepreneuriat et au développement de leur propre entreprise. Quelque chose, une tendance aussi qui tente à s'imposer, qui n'est pas encore une contrainte imposée par la CTI, ce sont la mise en place de cours dédiés aux transitions écologiques. On considère qu'un ingénieur aujourd'hui doit être formé aux enjeux de la transition écologique et que donc toute formation d'ingénieur doit inclure des cours sur ce sujet-là. Mais évidemment, il y a bien d'autres choses. Donc, je pose la question à Clémentine Dimunch. Qu'est-ce qui, à l'effraie, caractérise un petit peu le contenu? Alors, on ne va pas évidemment rentrer dans le détail des cours, mais quels sont à grands traits le contenu ou la structure ou ce qu'on fait à l'effraie? Oui, écoutez, pour illustrer vos propos, effectivement, donc des enseignements scientifiques, 70% d'enseignements scientifiques, mais pas que, 30% d'enseignements aussi plus généraux, formation humaine, on appelle ça avec les langues, comme vous avez dit, mais aussi communication orale, comment apprendre à pitcher un projet, par exemple, culture générale sur l'histoire des sciences, par exemple. Donc voilà, pour que le profil de l'ingénieur soit vraiment complet, scientifique, mais aussi avec des solides bases en formation humaine. Le schéma, en fait, si vous rentrez à Effray Paris dans notre école d'ingénieurs en cycle prépa, vous avez donc 2 ans de prépa intégrée avec des enseignements scientifiques, des enseignements technologiques. Vous êtes déjà dans l'école, donc vous avez déjà la possibilité de participer à la vie associative. Vous faites des projets. Donc voilà, ça c'est vraiment les 2 premières années en cycle prépa. Et puis après, vous avez le cycle ingénieur avec toujours un tronc commun en 3e année. Avec un semestre à l'international, comme Michel Pavejot l'a dit, fait partie du cursus de l'ingénieur, et puis après une spécialisation en 4e et 5e année. Dans différents types de domaines, data science, cybersécurité. Vous vous spécialisez vraiment qu'en 4e et 5e année, ce qui veut dire que vous avez 3 ans pour mûrir un petit peu vos préférences, etc. Et tout au long de ce cursus, il y a de la formation générale, des séjours à l'étranger, des périodes de stage. Par exemple, à Effray, en 1e et 2e année, vous avez 1 mois plus 1 mois de stage. Donc voilà, des enseignements, vous vous spécialisez petit à petit avec tout au long du cursus ces différentes expériences, sans oublier la vie étudiante qui est très importante, la vie associative qui fait aussi partie des crédits que vous allez obtenir tout au long de votre cursus, où vous apprenez à monter des projets, à collaborer, et qui fait partie aussi du coup de la formation de façon plus générale. Donc, fête étudiante obligatoire 1 fois par semaine, c'est ça? Pardon? Fête étudiante obligatoire 1 fois par semaine. Voilà, exactement. Du sport, j'imagine. Du sport. Bon, merci beaucoup. Beaucoup de projets, j'imagine aussi. Oui, des projets, une pédagogie par projet, des projets dans les cours, mais aussi des projets transverses qui sont valorisés grâce à des événements écoles. Voilà. Donc, je confirme, et j'imagine que Lise va le confirmer aussi. La formation dans les écoles d'ingénieurs devient quasiment plus du coaching
d'ailleurs que du cours magistral. Hein, les cours, le prof est devant les élèves et dispense son cours tend à vraiment disparaître, surtout avec la pandémie. Hein, la pandémie a accéléré ce processus. Les enseignants, qui sont quasiment tous d'ailleurs des chercheurs la plupart du temps, deviennent plus des coachs des étudiants. L'apprentissage par projet prend de plus en plus de place. Les projets sont souvent des projets donnés par les entreprises, les écoles d'ingénieurs étant très en prise en fait avec l'économie et les entreprises. Ce que Lise va sans doute confirmer, d'autant plus qu'il y a une tendance qui se développe dans les écoles d'ingénieurs, et ça il faut l'avoir en tête, c'est la formation par alternance. C'est-à-dire que vous pouvez également préparer un diplôme d'ingénieur par alternance. Vous passez une partie de votre temps à l'école et une partie de votre temps dans l'entreprise. Alors je sais que ça vous gêne un peu parce que vous n'êtes pas trop spécialiste de ce sujet pour le saisir, mais est-ce que vous pouvez en dire quand même quelques mots de cette formation par alternance? Alors, effectivement, donc je vais du coup un peu vous parler de ce que je connais et de ce qui se fait donc dans notre école. Notre école présente un cursus en fait en 5 ans. Donc le cursus est divisé en 2 étapes, on va dire. On a le cycle préparatoire intégré sur 2 années, puis le cycle ingénieur sur 3 années. Le cycle préparatoire, il se fait automatiquement sous statut étudiant, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être sous le même régime que ce qui se fait en fait au lycée. Les élèves sont à l'école du lundi au vendredi, avec en deuxième année une période de stage de 15 semaines. Mais sinon, ils sont avec nous effectivement à l'école. Et à partir de la 3e année, on va leur proposer de rester sous statut étudiant s'ils le souhaitent, ou alors de passer en cursus en apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait, ils seront toujours rattachés à l'école et toujours en formation chez nous, mais qu'en parallèle, ils passeront la plus grande partie de leur temps dans une entreprise qui a accepté de les accueillir en apprentissage pour une durée de 3 années. Ça a plusieurs avantages et le premier, enfin celui qui est le plus mis en avant par les élèves, c'est cette entrée très rapide dans le monde professionnel et puis cette volonté aussi qui est légitime de commencer à gagner rapidement un premier salaire pour des raisons qui sont propres à chacun, mais effectivement notre école est reconnue pour la qualité de ses formations en alternance et on est en lien étroit, comme vous le disiez, avec le monde de l'entreprise et on adapte nos formations en lien avec les nouvelles technologies, les nouvelles compétences recherchées par les entreprises. Ce qui se fait beaucoup, c'est tout ce qui est... alors nous, on est très axé maintenant sur l'industrie 4.0, les villes intelligentes, etc., les villes du futur. Donc voilà, et puis on va avoir aussi des élèves qui, eux, préfèrent faire l'intégralité de leur cursus sous statut étudiant parce que pour des questions parfois de maturité, on a des élèves qui, à 20 ans, ne se sentent pas du tout prêts à intégrer encore une entreprise, ce qu'on peut tout à fait entendre. Et puis ils préfèrent encore bénéficier des vacances scolaires, pouvoir partir en vacances avec leurs plus jeunes frères et sœurs qui sont encore au lycée. Et voilà. Après, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne raison de rester sous statut étudiant ou d'être en alternance. Le plus important, c'est que le parcours choisi corresponde au profil de l'élève et à ses ambitions. Et c'est notre rôle aussi de faire en sorte qu'à la fin de la 2e année, ils s'orientent vers le mode d'apprentissage qui est le plus adapté à leur profil. Merci beaucoup. Alors, à peu près aujourd'hui en France, la formation d'ingénieur par alternance a démarré il y a, on va dire, 5, 6, 7 ans à peu près, enfin, ça existait un peu. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Hein. On a quasiment 20% des ingénieurs diplômés qui le sont par la voie de l'alternance. Comme vous l'avez dit, ça a beaucoup de vertus. Les entreprises apprécient cette main-d'œuvre jeune qui apporte aussi de la fraîcheur, hein, et qui permet aux entreprises de se mettre à jour. Hein. Vous apportez, il faut le savoir, vous apportez dans les entreprises, vous apportez dans les écoles. Hein. Vous nous faites bouger, nous les enseignants, vous nous faites changer, vous nous habituez à de nouveaux modes d'enseignement. Autre vertu, et vous l'avez dit, c'est que ces périodes, vous avez un statut de salarié d'une entreprise et donc vous êtes payé. Donc c'est parfois pas négligeable.
Je précise également, donc vous l'avez mentionné, il y a des semaines de stage, 15 semaines pour vous sur les 2 années de prépa, 28 semaines obligatoires de toute façon de formation. Les stages sont payés. Et quand je dis que les stages sont payés quasiment au niveau ou à la moitié du salaire d'un ingénieur débutant. C'est un stage, ça peut être quasiment 1000, voire un peu plus de 1000 euros, ça dépend des écoles bien entendu. Mais 1000 euros par mois, ce qui n'est pas non plus négligeable. Voilà sur l'alternance. Pas grand chose de plus à dire sur ce sujet-là. Excusez-moi, je vais quand même oui, vas-y. Moi que quand on est sous statut alternant, j'ai oublié de le dire, on n'est pas non plus laissé à l'abandon par l'école. On a au sein de l'école un tuteur, un enseignant-tuteur, qui est en lien avec le tuteur de l'élève au sein de l'entreprise. Et ces 2 tuteurs communiquent pendant la formation de l'élève pour éventuellement effectuer des ajustements par rapport à la mission de l'élève pour que ce soit bien en lien avec sa formation et sa spécialité. Tout à fait. Toutes les périodes en entreprise, que ce soit du stage ou de l'alternance, c'est jamais déconnecté de l'école. Vous avez toujours un coach ou un tuteur, un accompagnateur de l'école qui vous suit dans vos projets, qui vous écoute, qui est là à votre disposition pour votre projet. Alors, j'ai envie de revenir maintenant sur le parcours de Sountou qui a commencé par un DUT et puis ensuite surtout un diplôme d'ingénieur en microbiologie. Alors, microbiologie et l'ESPISAP, c'est... je reprends mes notes, je suis désolé. Sécurité alimentaire. C'est ça. Donc, C'est ça. microbiologie et sécurité alimentaire. Et vous êtes maintenant PDG d'une entreprise qui est dans le voyage, c'est ça? Comment est-ce qu'on passe de la microbiologie à Travel Retail Afrique de l'Ouest? On va dire que le saut est très très court. Il est très très court. Il est très court parce que faisant des études d'ingénieur, je vous le disais à l'entame, l'étude d'ingénieur vous permet d'avoir une ouverture sur le monde. Voilà. S'il faut retenir à mon sens, en tout cas, une seule chose, c'est que lorsqu'on est ingénieur diplômé, on a une certaine ouverture sur le monde. Ouverture sur les sciences, naturellement. On nous a appris à chercher, on nous a appris à apprendre, on nous a appris à tirer l'essence de notre environnement. Et de ce fait, les études d'ingénieur ne préparent pas forcément à être ingénieur. C'est un peu paradoxal à entendre, mais les études d'ingénieur vous préparent à affronter le monde, vous préparent à trouver des solutions à des situations, vous préparent de ce fait à vous adapter, à apprendre à vous adapter. Moi, je suis sorti d'école d'ingénieur en 2003, ça commence à dater un peu. Lorsque je suis sorti d'école d'ingénieur, j'ai de suite été travailler comme consultant. Mon premier job, ingénieur conseil. Bon. Ingénieur conseil, ça m'a pas trop plu, j'avoue. J'ai pas trop aimé, parce que je n'étais pas convaincu de ce que je racontais, surtout en termes de background. Pour moi, le pot n'était pas suffisamment rempli pour aller conseiller d'autres personnes sur les situations, souvent qui sont des situations réelles, vécues, et qui nécessitent un peu de background, même si j'étais ingénieur conseil junior, naturellement. Il faut quand même rappeler que à la sortie des études d'ingénieur, et les écoles le font de plus en plus, j'ai eu à faire, sur ma dernière année, une spécialisation en marketing et commerce international, qui sont des options assez courantes, mine de rien, où les écoles d'ingénieurs vous permettent une double diplomation à la fin, ou sur un autre titre d'ingénieur, ou sur des sciences soft, telles que le marketing, le commerce, le management, ou toute autre chose. Et donc de ce fait,
très rapidement, je me suis orienté vers le management. Mais finalement, qu'est-ce qui me sert réellement? Malgré le fait que dans mon parcours, j'ai aussi fait un master en HEC pour étoffer un peu, on va dire, ma carapace, ceci de manière réactive, pour vous emprunter votre propos. Le point est que ce qui me sert le plus aujourd'hui, c'est ma formation d'ingénieur. C'est ma formation d'ingénieur qui me sert le plus parce que finalement, c'est celle qui a jeté les bases de ce que je suis. C'est celle qui a ancré en moi cette curiosité du savoir. C'est celle qui a ancré en moi cet esprit critique qui fait que finalement, je pense que c'est Abdoulaye qui disait tout à l'heure, rien de ce que je vois n'est vrai jusqu'à ce qu'il m'ait prouvé que c'est vrai. C'est des postulats de vie très simples qui me permettent aujourd'hui de diriger une entreprise qui s'appelle Lagardère Travel Retail, qui œuvre dans les métiers de commerce en zone de voyage. Communément, on parle de duty free, mais pas que. Je pense que Lise comme Clémentine ont pris l'avion ces derniers jours. Si vous avez décollé de Paris, vous avez vu, dès que vous avez passé la douane et le screening sécurité, Bye Paris, Bye Paris, c'est nous qui le faisons. Quand vous êtes arrivé à Dakar, vous êtes passé à travers une boutique duty free à l'aéroport. À l'arrivée, vous y repasserez dans une autre au départ, c'est nous qui le faisons. Lorsque vous irez, vous arrêterez à la gare de Dakar, et les boutiques qui sont actuellement fonctionnelles, et ça tombe bien parce que je pense que le train, le TER du Sénégal est en exploitation commerciale à partir d'aujourd'hui, les seules boutiques qui fonctionnent, ce sont les nôtres. Et finalement, comment je passe de diplôme d'ingénieur à PDG? C'est qu'en étant ingénieur, on a cette capacité à apprendre, à continuer à apprendre, à nous poser des questions, à nous poser les bonnes questions, qui nous permettent quelque part de démontrer d'une certaine rigueur et qui, cette rigueur, n'est pas circoncise dans un environnement. Donc quelque part, lorsque vous êtes ingénieur, le diplôme d'ingénieur, c'est comme vous donner entre les mains un couteau suisse. Et un couteau suisse, il peut faire plein de choses. Mais lorsqu'il est fermé, il ne sert à rien. Lorsque vous ouvrez ce couteau suisse et que vous ouvrez les outils les uns après les autres en fonction de l'environnement, en fonction de la situation, en fonction du besoin, vous pouvez en faire plein de choses. C'est exactement ce que je fais. Parce que finalement, mon parcours, c'est moi qui l'ai dessiné. Ce que je veux faire, c'est moi qui le sais, ou qui ne le savais pas lorsque j'étais à votre âge, mais qui me suis donné le moyen de gagner du temps, mais de gagner du temps non pas en dormant, mais de gagner du temps plutôt en faisant un DUT à l'école polytechnique, qui, je pense, maintenant encore fait partie des meilleures écoles au Sénégal. Dans le temps, c'était sans équivoque la meilleure école du Sénégal. Et en faisant cette école, je me suis donné les moyens de gagner du temps et de choisir, d'affirmer mon choix. Je pouvais rester au Sénégal, faire mon école d'ingénieur à l'école polytechnique. J'ai choisi de partir il y a 20 ans pour faire une école. Assez rapidement, plutôt les métiers de la recherche, pour aujourd'hui finir dans une administration, dans un ministère, où je ne fais, ça fait 10 ans quasiment que je ne fais absolument plus de technique, que je n'ai plus calculé une seule intégrale, je ne sais plus rien faire, et que je ne fais que du développement international ou du projet. Mais effectivement, en école d'ingénieur, on a appris la méthode, on a appris à gérer, à s'organiser, à être rigoureux, à effectivement vérifier les choses et avoir beaucoup d'esprit critique. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, sur les débouchés, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un diplôme d'ingénieur, il y a à peu près aujourd'hui, hors situation actuelle pandémique qui est un petit peu particulière, 85% des gens qui sortent avec un diplôme d'ingénieur en France trouvent un emploi en moins de 2 mois, dans les 2 mois qui suivent leur diplomation et en dessous,
beaucoup continuent dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur stage de fin d'études. Et 80% de ceux qui trouvent un emploi en moins de 2 mois sont en CDI. Hein. Donc vous voyez que ça permet quand même, ça assure quand même des débouchés assez facilement. Les gens qui ne sont pas en emploi sont des gens qui à nouveau se donnent du temps pour choisir. Des gens qui, comme moi, ont poursuivi en thèse parce que, une fois diplômé, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Des gens qui poursuivent en double diplôme, qui vont aller chercher justement une formation supplémentaire et qui en marketing, en management, en gestion, dans une autre discipline. Donc on peut faire énormément de choses à la sortie d'un diplôme d'ingénieur. J'ai des copains qui sont aujourd'hui à la tête d'un domaine viticole, avec un diplôme d'ingénieur, d'autres qui sont redevenus carneurs, voilà. Et tout ça aussi par passion. On va s'arrêter là sur nos interventions. Je remercie nos 4 panélistes pour leur témoignage. Peut-être un petit temps d'échange avec la salle s'il y a une ou 2 questions que vous aimeriez poser à l'un d'entre nous. Oui. Est-ce que, par exemple, moi je veux, après le bac, faire des études supérieures en ingénierie minière et l'ingénierie de la mine. Et après, je souhaite aller plutôt faire une formation militaire. Et à mon retour, je voulais savoir, est-ce que je suis obligée de refaire une formation ou je peux directement accéder au monde du travail? On entend assez mal. Vous voulez commencer par du génie minier, c'est ça? Ensuite faire une formation militaire, c'est bien ça? Oui. Et je voulais savoir au retour, est-ce que quand j'aurai arrêté la formation militaire, je suis obligée de refaire une formation ou je peux directement accéder au monde du travail? Alors, si j'ai bien compris, vous voulez d'abord avoir un diplôme d'ingénieur, génie minier en l'occurrence, et ensuite poursuivre, faire des études militaires, ensuite reprendre la directive. Votre diplôme, une fois qu'il est acquis, il est acquis. Il est acquis, vous pouvez, il est acquis à vie. Et évidemment, vous pouvez vous insérer dans la vie professionnelle au moment où vous voulez, j'ai envie de dire. Au moment où vous voulez. Vous êtes typiquement dans le cas de ces diplômés qui sont en poursuite d'études. C'est ce qu'on appelle poursuite d'études, une fois diplômés. Donc des gens qui passent 1 année, 2 années, parfois plus, en France, à l'étranger, dans une autre école, parce qu'ils ont envie de compléter leur formation, leur profil par d'autres compétences. C'est tout à fait faisable, bien sûr. Bonjour. Si je vote plus pour l'informatique, par exemple, est-ce qu'ingénieur réseau est fait pour moi ou pas? Par exemple, les spécialités. Par exemple, si je préfère maths physique, non, maths physique et LSI. Les spécialités que vous conseillez le plus pour une métier d'ingénieur ici serait maths et physique et beaucoup moins LSI. Alors, si j'ai bien compris la question, c'est pour entrer dans une école d'ingénieur. Pour les métiers d'ingénieur plutôt. C'est ça. Est-ce que nous vous conseillons de privilégier les maths et la physique dans votre cursus secondaire, c'est ça? Oui, c'est ça que je Alors, après le bac, pour rentrer en première année de cycle préparatoire d'école d'ingénieur, il faut... L'option obligatoire, c'est les mathématiques. Après, moi je peux parler encore une fois que de ce que je connais, mais on n'a pas de... De toute façon, chez nous, la spécialité, elle se fait à partir de la 2e année. Et on accepte en 2e année spécialité informatique des élèves qui n'ont pas pris l'option informatique au bac, puisqu'en fait, la plupart des élèves décident de leur spécialité à la fin de la première année chez nous. Donc, je ne sais pas si c'est différent pour vous, Clémentine. Chez nous, en fait, vous pouvez postuler donc, pour le cycle prépa intégré en fonction de ce que vous avez fait au bac.
avec le concours, là c'est le concours Puissance Alpha, vous avez différents types d'épreuves donc qui s'adaptent à votre profil. Et après on a des prépas intégrés classiques si vous êtes vraiment dans un profil scientifique, cycle prépa renforcé avec plus de maths et de physique justement si vous venez d'un autre parcours. Donc voilà, il y a des prépas qui sont adaptés en fonction des profils. Après il faut quand même avoir une base scientifique forte, ça c'est sûr. Alors, juste ajouter que ça revient à ce que je disais tantôt quand je parlais de projet d'études, parce que si c'est l'informatique simplement qui vous intéresse, je me dis parfois vous n'êtes pas obligé aussi de passer par une classe prépa. Il faut aller directement vers une spécialisation en informatique, ça va être un bachelor en informatique. Après, en ce sens, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut faire sa carrière en informatique, quand on veut faire sa formation en informatique, ça nécessite forcément une bonne base en mathématiques. Alors que si vous voulez aujourd'hui aller vers une formation dans le domaine de l'ingénierie, les classes prépa, forcément il n'y a pas que l'informatique, il n'y a pas que les mathématiques, il faut être bien en mathématiques, en physique et même dans les langues comme le disait quelque part Michel. Donc moi je dis que l'idée c'est maintenant d'essayer de se poser la question qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que c'est simplement un parcours en informatique qui m'intéresse et en ce sens, aller très tôt vers la spécialisation parce que tu as défini ce que tu veux faire. Et ça peut être un bachelor en informatique. L'informatique est un domaine quand même très vaste. Il y a la partie génie logiciel, il y a la partie développement et ainsi de suite. Et en ce sens, tu pourras définir des parcours de spécialisation. Mais si c'est l'ingénierie en tant que telle qui vous intéresse, il faut aller en classe de terminale, seconde, première, il faut bien travailler en mathématiques, physique. Et je prends juste l'exemple de l'EPF, si Michel me le permet, à Dakar. Parce qu'à Dakar, nous n'avons pas les mêmes conditions d'admission qu'en France. En France, il faut passer par le concours à venir, Parcoursup. Chez nous, il y a une admission directe. Mais dans cette admission directe, il y a ce qu'on appelle l'étude de dossier. Et en ce sens, on regarde tout votre parcours en seconde, première, terminale. Il faut avoir de très bonnes notes, pour ne pas dire d'excellentes notes, en mathématiques, en physique et en anglais. Si vous n'avez pas ça, forcément, vous n'avez pas de chance pour intégrer les classes prépa. Par contre, on peut recevoir quelqu'un qui n'a pas peut-être toutes les aptitudes ou de bonnes notes pour faire une classe prépa, mais qui est plus prédisposé par rapport à son profil à aller faire un bachelor. Déjà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour cette rentrée, nous allons mettre en place sur le marché 3 bachelors. Un bachelor en informatique avec une approche développement génie logiciel, un bachelor en énergie renouvelable et environnement et un bachelor en digital stratégie d'entreprise qui est plus un bachelor hybride. Merci tout le monde. Me presse de mettre un terme à cette table ronde, donc je propose qu'on arrête là. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'être restés jusqu'au bout. Merci à vous pour vos interventions. N'hésitez pas à interagir avec les personnes qui sont là après cette table ronde à l'extérieur. On va rester, enfin moi je vais rester éventuellement quelques minutes si vous voulez échanger et si vous avez d'autres questions. Merci et bon courage pour votre année.